Imaginez-vous un homme capable de s'évader de plus de 20 prisons, de se déguiser en religieuse pour tromper ses geôliers, et de transformer un passé criminel en une carrière révolutionnaire qui changea à jamais le monde de la justice. Non, ce n'est pas un personnage de roman, mais bel et bien quelqu'un qui existait. Eugène François Vidocq, un nom que l'histoire hésite encore à classer entre criminel et justicier. Visionnaire ou opportuniste, héros ou simple escroc, une chose est sûre, sa vie est un cocktail explosif d'audace, de génie et de chaos. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment ce gamin turbulent d'Arras, que rien ne destine à la grandeur, a non seulement inspiré les plus grands écrivains comme Victor Hugo et Balzac, mais aussi posé les fondations de la police moderne. Alors, sans plus attendre, plongeons ensemble dans l'incroyable vie de Vidocq. Ah, les Français. On est doué pour beaucoup de choses, mais surtout pour se vanter. Et c'est pas de ma faute parce qu'on a quand même de quoi être fier. Franchement, quand on se compare avec nos voisins, il y a quand même pas mal de domaines où on brille. La nourriture, le vin, la nourriture, le sport, ou encore la nourriture. Et le cinéma aussi, ainsi que la musique, et est-ce que je vous ai déjà mentionné la nourriture? Bref, l'art de bien vivre, c'est un truc qu'on maîtrise, mais pas que. Prenez le GIGN par exemple, une véritable référence mondiale dans son domaine. Et là, vous sentez la transition toute faite pour démarrer l'épisode. Vous qui avez cliqué, vous avez vu la miniature et le titre, vous savez qu'on va parler d'Eugène François Vidocq. Et croyez-moi que si vous connaissez pas son histoire, elle vaut vraiment le détour. Je sais que je vous dis ça à chaque épisode, mais celle-là tout particulièrement. Vous connaissez ces personnages qui semblent tout droit sortis d'un roman d'aventure? Eh bien, Eugène François Vidocq, lui, était un roman à lui tout seul. Sauf que tout était vrai. Enfin, si on en croit ses mémoires. Et croyez-moi qu'ici, on a décidé d'y croire. Parce que s'échapper de plus de 20 prisons, c'est quand même la classe. Qui plus est, lorsqu'on se déguise en religieuse. Quoi? Comment? Pourquoi? C'est ce qu'on voit tout de suite. Car Vidocq, c'est pas juste des évasions spectaculaires, c'est aussi une reconversion incroyable de l'autre côté des barreaux. Le condamné devenant ainsi le condamneur en procédant à pas moins de 4000 arrestations avec une équipe d'agents en civil qu'il avait lui-même formée. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Vidocq a littéralement inventé le premier bureau d'enquête criminelle, principalement composé d'anciens détenus. Après tout, quoi de mieux qu'un ancien voleur pour attraper d'autres voleurs? Et comme si cela ne suffisait pas, quand il s'est fait licencier, il a créé la toute première agence de détectives privés, rien que ça. On peut vraiment dire que c'était un visionnaire. Il est considéré comme l'un des pères de la criminologie moderne. Et pourtant, son casier judiciaire, il était plus long que toutes ces histoires réunies. Alors, qui était vraiment Eugène François Vidocq? C'est ce qu'on découvre ensemble maintenant. En 1812, à Paris, on assiste à une petite révolution dans le monde de la justice. La brigade de sûreté voit le jour. C'est une première mondiale, un bureau d'enquête criminelle composé d'anciens détenus. Des espions en civil qui traquent les criminels directement dans l'ombre. Et cette petite brigade, elle va devenir plus tard ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la police nationale française. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, la police institutionnalisée, elle en est qu'à ses débuts. Et pourtant, la sûreté va servir de modèle à des institutions bien plus célèbres, comme par exemple Scotland Yard, fondé en 1829, ou même au FBI, créé près d'un siècle plus tard. D'ailleurs, en parlant de Scotland Yard, ça me rappelle une vidéo qu'on avait faite sur le sujet. Une très vieille vidéo, dès le début de la chaîne. Si ça vous intéresse, elle est toujours dispo, quelque part ici. Et je préfère vous prévenir, elle a un petit peu mal vieilli, mais d'un côté, ça montre aussi à quel point j'ai progressé grâce à vos encouragements. Donc si vous voulez la voir, préparez-vous à un petit voyage dans le temps, dans tous les sens du terme. Eugène François Vidocq, né en 1775 et mort en 1857, devient l'un des chefs emblématiques de cette petite brigade pas comme les autres. Après une jeunesse marquée par la petite délinquance, il a passé les 15 premières années de sa vie d'adulte en prison ou en cavale, ce qui lui a laissé peu de temps pour poursuivre une carrière politique. Et pour un homme plus à l'aise dans les déguisements et les évasions, l'administration, c'était pas trop son truc. L'histoire de Vidocq, c'est un véritable roman d'aventure, mais qui a eu lieu dans la réalité. Imaginez un escroc qui devient détective, un braconnier transformé en garde-chasse, un criminel métamorphosé en criminologue, et qui, en prime, finit par devenir un écrivain à succès. C'est un parcours qui a littéralement captivé l'imagination de ses contemporains. Et d'ailleurs, Vidocq, il a inspiré quelques grands écrivains de son époque. Vous connaissez la comédie humaine de Balzac? Le personnage de Vautrin, c'est lui. Dans Les Misérables de Victor Hugo, c'est à la fois Jean Valjean et le commissaire Javert qui portent son empreinte. Et même le grand Edgar Allan Poe s'est inspiré de lui pour créer Auguste Dupin, l'un des tout premiers détectives de fiction. Mais ce qui est incroyable, c'est que Vidocq, il continue encore de nous intéresser aujourd'hui. Au cinéma, il est incarné par des acteurs de renom, comme Gérard Depardieu ou Vincent Cassel. Pourtant, le public n'a pas encore tranché sur son véritable rôle dans l'histoire. Car oui, la question se pose encore. Était-il un escroc opportuniste qui a su tirer profit du chaos politique de la France post-révolutionnaire pour grimper dans les nouvelles structures du pouvoir? Ou bien était-il un réformateur visionnaire animé par un véritable sens du devoir civique qui a jeté les bases des méthodes modernes de police, de criminalistique et de renseignement? Quelle que soit la réponse, quand on regarde la vie de Vidocq, on se demande vraiment comment est-ce qu'un petit gamin d'Arras comme ça a pu devenir une figure révolutionnaire de la criminologie moderne. Parce que honnêtement, quand on regarde ses premières années de vie, il y a vraiment rien qui présage ça.
Selon ses mémoires écrites en 1828, Vidocq est né dans une famille tout ce qu'il y a de plus normal et relativement aisée à Arras, dans le nord de la France. Ses parents tenaient une boulangerie, une vie calme, stable, mais visiblement ça suffisait pas au jeune Eugène François. À 14 ans, il décide de tout envoyer valser, littéralement. Il commence par vendre la porcelaine de la famille, et toute la porcelaine, et s'enfuit à Ostende, en Belgique, avec un rêve fou, partir pour les États-Unis. Mais voilà, il avait oublié un petit détail crucial. Il n'avait pas assez d'argent pour payer le billet du bateau. Alors, plutôt que d'entrer bredouille, il décide de rejoindre un cirque ambulant. Il commence comme simple palefrenier, pas très glamour, mais il finit par décrocher un rôle bien plus original, celui de démonstrateur de cannibale humain. Et là, c'est que le début d'une série d'aventures totalement improbables. Pendant son séjour dans les foires, Vidocq s'est fait attaquer plusieurs fois par des singes enragés. Il s'est cassé le nez en essayant d'apprendre des saltos, et, cerise sur le gâteau, il a même été roué de coups pour avoir refusé de manger un poulet vivant. Bref, sa carrière dans le cirque, c'est un échec total. Mais si Vidocq avait une qualité, c'était sa résilience. Il ne se laissait pas abattre, parce que ce garçon, qui semblait destiné à l'échec, allait quand même devenir l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire de France. Et face à ces nouvelles mésaventures, Vidocq fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire prendre la fuite. Encore. Cette fois, il rejoint un spectacle de marionnettes itinérants. Oui, on dirait presque un gag, mais c'est bel et bien arrivé. Et comme souvent avec Vidocq, ça s'est pas fini en conte de fées. Tout allait bien, enfin presque, jusqu'à ce qu'il se fasse surprendre avec la femme du marionnettiste. Et où? En pleine représentation de Punch et Judy. Je vous raconte pas l'ambiance dans la salle après ça. Et après quelques péripéties dont lui seul avait le secret, Vidocq finit par abandonner cette carrière, si on peut appeler ça une carrière, et rentrer chez lui. Un retour qui n'avait rien d'héroïque, mais qui restait tout de même un poil admirable. Après tout, il avait quand même réussi à survivre pendant tout ce temps avec ses propres moyens. Sa mère, une femme aimante et indulgente, l'accueillit à bras ouverts. D'ailleurs, elle allait devenir l'une des rares constantes dans la vie mouvementée de Vidocq. Mais à ce stade, le jeune Eugène François Vidocq avait déjà développé quelques mauvaises habitudes. Les bagarres, l'alcool et un petit goût prononcé pour les femmes. Alors, quand il a évoqué l'idée de s'engager dans l'armée, son père a immédiatement sauté sur l'occasion. Parfait, qu'il aille se discipliner un peu ailleurs. Quant à sa mère, elle finit par accepter, mais à contre-cœur. Et voilà comment Vidocq, ce jeune rebelle d'Arras, allait troquer les saltos ratés et les marionnettes contre l'uniforme militaire. Mais croyez-moi, dans l'armée, sa vie, elle allait pas devenir plus calme. Le passage de Vidocq dans l'armée, c'est comment dire, une véritable montagne russe. À peine enrôlé, il enchaîne désertion et changement de régiment. À un moment donné, il passe même brièvement du côté des Autrichiens. Autant vous dire que le gars, il a vraiment bouffé à tous les râteliers. Il va même jusqu'à intégrer l'armée roulante. Pour faire simple, l'armée roulante, c'est une milice pas comme les autres. Des petits délinquants, des déserteurs, tous équipés de faux papiers et d'uniformes volés. Leur objectif, c'est de rallier les troupes régulières pour peut-être obtenir un poste officiel et ensuite profiter des butins de guerre. Vidocq, toujours en quête de nouvelles opportunités, ne pouvait pas trouver meilleur endroit pour laisser libre cours à son opportunisme. Une période courte, mais révélatrice de son caractère à la fois insaisissable et audacieux. Entre 19 et 34 ans, Vidocq a passé la majeure partie de son temps en prison. Sa première incarcération, c'est presque une histoire de roman à elle toute seule. Il agresse l'autre amant de sa maîtresse. Oui, je sais, il n'y a pas grand chose qui va dans cette phrase. Mais cela marque surtout le début d'une spirale, une série d'incarcérations pour divers délits. Et parmi celles-ci, une sentence qui a quand même duré pas loin de 8 ans. En 1798, alors qu'il est enfermé à Lille, il est reconnu coupable d'avoir falsifié un ordre de libération pour un autre détenu. Et le résultat, direction le fameux bagne de Brest. À l'époque, ces galères étaient tristement célèbres. Des navires amarrés dans les ports où les prisonniers étaient condamnés aux travaux forcés dans des conditions absolument atroces. Mais Vidocq, il était pas super fan du concept des travaux forcés. Et c'est là que ça devient rocambolesque. Il s'évade, déguisé bien sûr, marin, porteur de lait ou encore religieuse. Tous les moyens sont bons pour s'évader de prison. Bon, cette dernière tentative, elle dure pas longtemps parce qu'il est rattrapé l'année d'après. Retour aux galères, cette fois à Toulon. Mais Vidocq, il abandonne jamais, il s'évade encore à nouveau avant de se refaire choper. Une vie d'aventurier carcéral qui lui permet de se vanter dans ses mémoires en disant, je cite, « Je me suis évadé de toutes les galères de France et de plus de 20 prisons. » C'est vraiment un électron libre qui fait ce qu'il veut, quand il veut, peu importe les obstacles. Et après des années de cavale, d'évasions spectaculaires et de retours fracassants en prison, Vidocq finit par prendre une décision inattendue. Nous sommes en 1809, il a 34 ans et décide de se cacher à Paris, avant de finalement se rendre. Mais pourquoi est-ce qu'il faut une chose pareille? Vous imaginez bien qu'il a sûrement une petite idée derrière la tête. À ce moment précis, il propose un marché qui, dans la France du 19e siècle, était plutôt courant. Devenir informateur pour échapper à une nouvelle condamnation au bagne. Bon, il n'obtient pas sa liberté pour autant, mais il évite les terribles galères et est envoyé dans une prison ordinaire. D'abord à Bicêtre, puis à la Force. Et pendant 21 mois, il sera utile, même très utile.
Vidocq utilise son charisme et sa connaissance intime du monde criminel pour glaner des informations auprès de ses codétenus. Et il savait exactement comment s'y prendre. Après tout, qui mieux que Vidocq peut comprendre cette envie irrésistible des criminels de se vanter de leurs exploits? C'est presque ironique. Lui qui avait passé des années à déjouer la justice en devient l'arme la plus efficace du système. Vidocq amorce ici une transformation pas comme les autres, une transition entre un passé de hors de la loi et un futur rayonnant au service de la justice. En 1811, les autorités elles sont tellement impressionnées par le travail qu'il fait en prison qu'ils décident de décider de son avenir sur un coup de poker. Organiser son évasion de la prison de la Force pour infiltrer les bandes criminelles de l'époque. La couverture est parfaite. Vidocq, au fil des années, c'est devenu un vrai pro de l'évasion. Alors, une de plus ou une de moins à son palmarès déjà bien étoffé, et en moins d'un an, ce simple informateur va accomplir l'impensable. Il devient le chef d'une toute nouvelle unité de police, la Brigade de Sûreté. En 1813, Napoléon lui-même décrète la force de sécurité nationale. La Brigade de Sûreté, dont les bureaux se trouvaient près de la préfecture de Paris sur l'île de la Cité, était à l'origine une unité de 5 hommes composée de Vidocq et de 4 autres agents civils infiltrés. Ensemble, ils appréhendaient les meurtriers, les faussaires et les voleurs, saisissaient les objets volés et renvoyaient les détenus évadés en prison. Les agents de Vidocq ne percevaient pas de salaire, ils étaient payés à la commission, percevant une rémunération pour chaque affaire bien menée. Le taux d'arrestation augmenta considérablement, et au cours des 7 premières années d'existence de la sûreté, celle-ci avait, selon les calculs de Vidocq, appréhendé plus de 4000 criminels. Autant vous dire que la commission elle devait être sacrément juteuse à la fin de la journée à ce rythme-là. Ce qui rend Vidocq vraiment incroyable, ce n'est pas seulement son passé de criminel ou sa transition spectaculaire en chef de la sûreté, mais ses innovations qui ont transformé la police en ce qu'on connaît aujourd'hui. L'une de ses idées les plus révolutionnaires, la tenue de dossiers écrits avec beaucoup de détails. Alors aujourd'hui ça semble banal, mais à l'époque c'est un truc de fou. Vidocq a créé un fichier contenant des informations sur près de 30 000 criminels, description physique, pseudonyme, condamnation passée, mode opératoire, une véritable base de données avant l'heure. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il avait à la fois une approche réactive et préventive. Il envoyait même ses agents dans les prisons pour étudier les détenus susceptibles de récidiver une fois libres. Stratégie brillante on peut dire pour anticiper le crime. Le mec a littéralement vécu Minority Report avant l'heure. Et attendez, parce qu'il s'agissait pas que de papier et de listes. Il a été l'un des premiers à explorer ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine légale. Sur les scènes de crime, il notait tout, des détails apparemment insignifiants qui pouvaient devenir des indices cruciaux. Par exemple, ils utilisaient du plâtre de Paris pour préserver les empreintes de pas. Il n'avait pas réussi à développer une encre pour les empreintes digitales, mais il avait déjà compris tout ce concept médico-légal qui pouvait servir pour des affaires courantes. Et ce n'est pas tout, il comparait des écritures manuscrites pour identifier des faussaires et utilisait une forme rudimentaire de balistique. Une fois, il a même réussi à démasquer un meurtrier en faisant correspondre la balle qu'il avait tirée avec l'arme du tireur. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'entre les experts, esprits criminels et tout ça, ça vous impressionne pas, mais à l'époque, c'est vraiment du jamais vu. Ce n'était pas seulement un policier, c'était un visionnaire, un pionnier de techniques qui sont aujourd'hui au cœur de la criminologie. Vous voyez, c'était pas seulement un homme en avance sur son temps, il a littéralement écrit les premières pages de la police moderne. Grâce à ses méthodes novatrices, la brigade de sûreté de Vidocq a connu un succès impressionnant. Son équipe, qui comptait à l'origine seulement 4 agents, est rapidement passée à 28. Et petit détail intéressant, Vidocq a été l'un des premiers à engager des femmes dans ses brigades. Et c'est quand même assez rare pour être souligné parce que si on regarde avec nos voisins, il a fallu plus d'1 siècle après pour que ça se passe. Comme en Angleterre, où la première femme policière n'a été qu'engagée qu'en 1915. Et ce qui choque encore plus, c'est que presque tous les agents de Vidocq étaient des anciens détenus. Et bizarrement, ça collait parfaitement avec l'ambiance de l'époque. Vidocq le savait mieux que quiconque, qui de mieux pour traquer les voleurs et les escrocs pour ceux qui ont déjà vécu dans leurs bottes. Il faut dire qu'à la fin de la guerre napoléonienne, en 1814-1815, Paris était en pleine effervescence. Avec des milliers de soldats démobilisés et d'anciens détenus de guerre qui affluaient à la capitale, les autorités avaient peur que la criminalité explose à Paris. Résultat, la préfecture de police a été plus que ravie de donner à Vidocq les ressources nécessaires pour renforcer sa brigade. Ce mélange étonnant d'innovation et de pragmatisme reflétait aussi l'héritage de la Révolution française, comme le souligne l'historien Paul Metzner. C'est clairement une époque où tout paraissait possible, même pour des gens ayant vécu en marge de la société comme Vidocq. Mais attention, cette ouverture allait de pair avec une vigilance accrue pour maintenir l'ordre. L'idée était claire. Ceux qui avaient renversé l'ancien régime savaient très bien qu'il fallait désormais contrôler les foules et garder les fauteurs de troubles potentiels sous surveillance. Vidocq, avec son flair pour exploiter les paradoxes de son époque, était l'homme parfait pour incarner ce rôle. Une figure unique, à la croisée de l'ancien monde et du nouveau. Travailler avec des anciens criminels, ça a du bon, mais ça a aussi son lot de complications. Et Vidocq, malgré son génie, n'a clairement pas pu esquiver le problème. Je bois. L'une de ses recrues, un pickpocket notoire, a même osé lui voler sa montre. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. La sûreté, dirigée par Vidocq, était constamment sous surveillance. Et pour cause, le passé douteux de tous les agents, ça jouait pas vraiment en leur faveur.
Jean-Henri, le chef de la préfecture de Paris et supérieur de Vidocq, recevait des plaintes à répétition. On accusait Vidocq et son équipe d'accepter des pots de vin, d'organiser des crimes pour mieux les résoudre ensuite, et bien sûr, de tirer un joli profit au passage. Au tribunal, certains accusés ont même commencé à dénoncer ce qu'ils décrivaient comme des coups montés orchestrés par Vidocq lui-même. Alors, était-ce vrai ou une tentative désespérée pour échapper à la justice? J'ai quand même envie de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qui est certain, c'est que la réputation de Vidocq, tout comme ses méthodes, divisait déjà à l'époque. Pour certains, il était un héros, un visionnaire, pour d'autres, un opportuniste qui flirtait dangereusement avec les limites de la loi. En 1827, Vidocq, alors âgé de 52 ans, quitte la sûreté. Mais pourquoi? A-t-il été renvoyé ou a-t-il démissionné? On le saura probablement jamais. Ce qui est certain, c'est qu'il a quitté son poste au bon moment, peut-être juste avant de se faire pousser vers la sortie. Et il part pas les poches vides, hein. Oh clairement, hein. Vidocq il part en grand roi. Il part en homme riche, avec 500 000 francs dans la cagnotte. À l'époque, c'est une véritable fortune. Mais voilà, où les choses deviennent intrigantes, comment a-t-il accumulé tout cet argent? Son salaire annuel d'officier n'était que de 5 000 francs. Alors, même avec des placements réussis, c'est quand même bizarre. Cette richesse soudaine n'a fait qu'alimenter les rumeurs d'enrichissement illicite, des rumeurs qui le suivaient déjà à l'époque où il dirigeait la sûreté. Après avoir quitté la sûreté, Vidocq c'est pas le genre de gars à rester inactif. Avec tout ce temps libre, il décide de se pencher sur un projet ambitieux, écrire ses mémoires. Publiées en 4 volumes entre 1828 et 1829, elles connaissent un succès immédiat. En moins d'un an, elles sont même traduites en anglais, propulsant Vidocq au rang de véritable star littéraire des deux côtés de la Manche. Et ce succès littéraire lui ouvre bien évidemment de nouvelles portes. Vidocq se retrouve au cœur des cercles intellectuels de l'époque, fréquentant des géants de la littérature française comme Victor Hugo, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, père, et Théophile Gautier. Ces écrivains, fascinés par son passé et ses récits, puisent sans retenue dans des histoires pour nourrir leurs propres œuvres. En fait, Vidocq devient une source d'inspiration incontournable pour toute la littérature criminelle. Victor Hugo, par exemple, s'inspire directement de lui pour créer Jean Valjean et l'inspecteur Javert dans Les Misérables. Balzac, de son côté, façonne des personnages avec des nuances qu'ils empruntent à l'exubérance et au mystère de Vidocq. C'est quand même fou quand on y pense, un homme qui commence hors de la loi, qui finit justicier, et qui finit en légende vivante immortalisé par tous les grands auteurs de son temps. Il n'était pas juste un personnage historique, c'était une véritable icône de la pop culture de l'époque. Vous ajoutez à cela une peur croissante de la criminalité dans la pensée populaire, ainsi que des spectacles de plus en plus orientés sur des lieux locaux et non plus sur des lieux exotiques comme c'était le cas par le passé, et vous avez le cocktail parfait pour faire des best-sellers à base de chasse aux criminels en bas de chez vous. En ce sens, les mémoires de Vidocq ne sont pas qu'une simple autobiographie, elles marquent un tournant, elles anticipent à la fois l'émergence du roman policier, qui allait devenir un genre phare dans les décennies suivantes, et le phénomène des récits de crimes réels qui continue de captiver le public encore aujourd'hui. Mais ce double héritage, il vient avec une petite particularité. Dans les mémoires de Vidocq, il y a un mélange audacieux de faits réels et un petit peu de... Il n'hésite pas à enjoliver certains épisodes de sa vie. Les crimes qu'il présente comme acceptables, vous savez, ceux où il n'y a pas vraiment de victimes, ou ceux où il se venge d'une injustice, prennent une place centrale. En revanche, les moments un petit peu moins glorieux, il les édulcore, voire il les minimise totalement. Prenons l'exemple de l'affaire de falsification qui lui a quand même coûté 8 ans de prison. Dans ses mémoires, il se peint comme un simple spectateur malheureux, presque innocent, pris dans un engrenage qu'il ne contrôlait pas. Une version, disons, très avantageuse des faits. Mais c'est justement ça qui rend les mémoires intéressantes. Ce n'est pas juste une histoire de rédemption ou de triomphe de l'adversité. C'est aussi une construction habile de sa propre légende. Vidocq savait qu'il racontait une histoire, et il voulait que cette histoire reste dans les mémoires, peu importe la véracité des faits. En somme, ses mémoires, c'est à la fois une fenêtre sur son époque et une manière pour Vidocq de maîtriser la manière dont l'histoire se souviendrait de lui. Et on peut dire qu'il a plutôt bien réussi son coup. Les mémoires de Vidocq, c'était un véritable tourbillon, un mélange de chaos, d'énergie frénétique et surtout un reflet de la période politique agitée dans laquelle il a vécu. Mais attention, parce que le narrateur, c'est pas le type qu'on pourrait qualifier de fiable. Vidocq, on le sait maintenant, il a quand même un certain talent pour arranger les choses à sa sauce. Pourtant, ses mémoires ont une valeur incroyable pour les lecteurs modernes. Ils nous plongent directement dans les moments les plus intenses de cette époque. Par exemple, ils décrivent des scènes du règne de la terreur qui sont à la fois glaçantes et étrangement absurdes, comme cet épisode où un certain Monsieur de Vieux-Pont est dénoncé comme royaliste par son perroquet. Oui, un perroquet criant « Vive le roi » aurait scellé son sort. Résultat, guillotiné. Une anecdote tragique qui illustre bien la paranoïa de l'époque. En somme, ces mémoires, c'est pas juste l'histoire de Vidocq, c'est aussi une belle fenêtre qui nous montre un petit peu l'époque dans laquelle il a vécu. Une époque où la vie, la mort ou le destin pouvaient basculer à chaque instant. Une vraie leçon d'histoire racontée par quelqu'un qui savait parfaitement transformer la réalité en un récit palpitant. Un peu comme moi en fait. Mais les mémoires de Vidocq, ce n'est pas que du conflit. Il dénonce aussi la peine invisible mais bien réelle qui pèse sur les anciens détenus.
Rejetés par la société, marqués à vie par leur passé, ils se retrouvent souvent coincés dans un cercle vicieux qui les ramène inévitablement au crime. Dans ses écrits, il se présente pas forcément comme altruiste, ce serait un peu exagéré. Mais il a quand même une certaine conscience sociale, il préfère pointer un système du doigt qui, plutôt que de réhabiliter, aide plutôt à récidiver. Et c'est peut-être là l'un des plus grands paradoxes de Vidocq, un homme qui, à travers ses propres épreuves, a tenté à sa manière de réformer une société qui ne pardonnait rien à ceux qui avaient trébuché. Il décrit la peine à vie imposée aux anciens détenus, rejetés par la société ordinaire et constamment ramenés à une vie de crime avec ces mots que je m'en vais vous citer. Je cherchais à tracer une ligne de démarcation infranchissable entre le passé et le présent, car je ne voyais que trop bien que l'avenir dépendait du passé, et j'étais d'autant plus malheureux que la police, qui n'a pas toujours le discernement nécessaire, ne permettait pas de m'oublier. Je me revoyais sur le point d'être pris au piège, comme un cerf, la persuasion qu'il m'était interdit de devenir un honnête homme me désespérait. Vidocq, après ses aventures dans le monde du crime et de la justice, y prend un nouveau rôle inattendu, celui de défenseur de la réforme pénitentiaire. En 1835, il se rend à Londres pour témoigner devant une commission de la Chambre des Lords. Son objectif, mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les anciens détenus après leur libération. En 1844, il publie un pamphlet percutant sur la criminalité et ses récidives. James Morton, son biographe, résume ce pamphlet en une formule simple mais frappante. Vidocq contre le système judiciaire. Ce texte pose encore des questions qui résonnent aujourd'hui. Les prisons doivent-elles punir ou réhabiliter? Qu'est-ce qui pousse les gens à commettre des crimes? Et surtout, quelles sont les solutions? Pour Vidocq, les réponses elles sont assez claires. Il propose d'améliorer les conditions de vie des plus pauvres pour attaquer le problème à la racine. Transformer les prisons en lieux de rééducation où les détenus apprendraient un métier honnête. Faciliter leur réinsertion en permettant des contacts réguliers avec leurs proches pendant leur incarcération. Et Vidocq n'avait pas peur de dénoncer des pratiques spécifiques. Il s'en prend notamment à l'industrie de la céruse, l'un des rares secteurs où les anciens détenus pouvaient trouver du travail. Et pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est la céruse, comme moi avant de commencer l'épisode, c'est le pigment blanc le plus commun utilisé au 19e siècle. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Reprenons. Cette industrie exposait les ouvriers à un empoisonnement lent et à des décès prématurés, créant un cercle vicieux où la réinsertion devenait presque impossible. En fin de compte, Vidocq, avec son pamphlet, ne faisait pas qu'exposer un système défaillant, il proposait des solutions concrètes, audacieuses, pour réinventer la manière dont la société traitait ses criminels. Et après avoir quitté la sûreté, Vidocq il s'arrête pas là. Fidèle à son esprit ambitieux et toujours tourné vers l'innovation, il se lance dans un nouveau projet, la création d'une usine de papier à Sainte-Mandé, un village de la banlieue parisienne. Mais cette usine, elle est pas comme les autres. Vidocq, il veut donner une seconde chance à tous les anciens détenus. Sa main-d'œuvre est donc exclusivement composée d'anciens criminels. C'est une idée noble, en avance sur son temps, mais malheureusement, les gens du village, ils sont pas trop ok avec ça. Les habitants ne veulent pas d'anciens criminels dans leur voisinage, vous ajoutez à cela la gestion des coûts importants de l'usine, et saupoudrez le tout d'une clientèle qui se dit qu'elle n'a pas à payer plein tarif. Ce projet, bien qu'un échec économique, montre quand même cette phase de Vidocq qui croit toujours en la rédemption et en la réinsertion. Et encore une fois, après son départ de la sûreté, son absence se fait cruellement ressentir. Les journaux de l'époque en témoignent, le taux de criminalité grimpe en flèche. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est sûre, Vidocq était incroyablement efficace. Face à cette montée de la criminalité, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne soit rappelé au bercail. Il revient d'abord comme simple agent, mais, fidèle à lui-même, il reprend rapidement les rênes en tant que chef de la sûreté. Et c'est au cours de ce deuxième mandat qu'il commence à attirer l'attention à l'international. Robert Peel, l'homme derrière la fondation de Scotland Yard, envoie un comité à Paris pour solliciter les conseils de Vidocq. C'est quand même fou de se dire que la police londonienne, elle s'est quand même basée sur les conseils de Vidocq pour se bâtir. Et en moins d'une décennie, Londres crée sa propre force de police secrète. Cette unité allait devenir, en 1878, le célèbre Criminal Investigation Department, ou CID. Vidocq, en quelque sorte, a non seulement influencé la police française, mais il a quand même fondé toutes les bases de la police moderne à l'international. Ah, il est fort, hein. Il est fort. Malgré tout, son second mandat n'a duré que 6 mois. Les critiques envers ses méthodes et les pressions pour une transparence accrue ont conduit la préfecture de Paris à faire un grand ménage. Leur nouvelle politique était simple. Aucun employé ayant un casier judiciaire ne pouvait rester. Résultat, en novembre 1832, Vidocq est obligé de démissionner une seconde fois. Mais il reste fidèle à lui-même et ne se laisse pas abattre. Quelques jours seulement après sa démission, il fonde ce qui est souvent considéré comme la première agence de détectives privée au monde, le Bureau de renseignement. Cette agence avait 2 missions principales. D'un côté, elle s'adressait aux entreprises en proposant des services de recouvrement de créances, de vérification d'antécédents et de renseignement économique. Grâce à un modèle d'abonnement innovant, les entreprises pouvaient accéder à une base de données sophistiquée dérivée du système de classement que Vidocq avait créé à la sûreté. Et pour l'époque, c'est une révolution. Mais c'est pas tout. Le bureau des renseignements, il s'occupait aussi des affaires un petit peu plus intimes, un petit peu olé olé.
Par exemple, espionner les conjoints soupçonnés d'avoir des liaisons. Oui, même des poètes célèbres comme Alfred de Vigny ont fait appel à Vidocq pour ce genre de mission. L'agence aidait aussi à retrouver des êtres disparus, souvent des jeunes filles parties avec des gens peu fréquentables. Et bien sûr, Vidocq excellait dans la récupération d'objets volés ou perdus. Bijoux, montres, le cacatoès de compagnie du Dr Koref, ou encore le cheval de course du maire de Rouen. Rendu célèbre par ses mémoires, Vidocq n'a aucun mal à attirer des clients pour son bureau d'enseignement. À son apogée, l'agence employait une quarantaine d'agents et recevait plus de 40 clients par jour. Mais était-ce vraiment la première agence de détectives privés au monde? Non, quand même pas. L'historien Dominique Khalifa nuance cette affirmation. Il rappelle qu'en 1819, Paris comptait déjà près de 250 agents d'affaires, des professionnels qui s'occupaient du recouvrement de créances et de vérification de solvabilité pour leurs clients. En cela, la mission commerciale de Vidocq n'était pas entièrement inédite. Mais malgré tout, on peut soulever une chose essentielle, le bureau de Vidocq il a quand même jeté toutes les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui en tant que bureau d'agence privée. Pourquoi? Parce que Vidocq n'a pas juste copié les pratiques existantes, il les a transformées. Et surtout, il a cherché à légitimer son travail en lui donnant une dimension technique et scientifique. Il a importé des méthodes policières qu'il avait développées à la sûreté, tout en utilisant ses propres inventions, comme l'encre indélébile brevetée ou le papier infalsifiable. Et il y a un autre point clé. Vidocq a toujours aligné son entreprise privée avec les valeurs et les méthodes des forces de l'ordre officielles. En mettant en avant son expérience de chef de police, il a positionné son agence comme une extension quasi légitime des services de l'État. Le succès du bureau des renseignements était indéniable. Mais il n'était pas sans conséquences. En fait, ce succès, ça a même fini par attirer l'attention et aussi la colère de la police. Faut dire que les autorités voyaient Vidocq comme une menace directe. Résultat, à plusieurs reprises, elles ont tenté de fermer son bureau. Elles ont saisi des dossiers et traîné Vidocq devant les tribunaux, notamment en 1837 et en 1843. Et là, c'est une véritable avalanche d'accusations qui tombe sur lui. Fraude, enlèvement, corruption de fonctionnaires, diffamation, une liste interminable. Malgré tout, Vidocq parvient à s'en sortir. Il est acquitté par un jury public, ce qui montre bien qu'il avait encore un fort soutien populaire. Mais le procès n'a pas été sans conséquences. Il a été très long, très coûteux, et son agence en a pâti. Pire encore, la confiscation de ses dossiers, qui était la pierre angulaire de son activité, a porté un coup fatal au bureau. Mais ironiquement, ces procès ont renforcé sa légende auprès du public, qui voyait en lui un héros incompris. Un homme persécuté par un système rigide. Mais le mal était fait. Vidocq a été contraint de fermer ses bureaux. Ainsi s'achève un nouveau chapitre de sa vie, marqué par l'ambition, l'innovation, mais aussi par une lutte constante contre les institutions. En 1845, Vidocq tente une nouvelle aventure. Il se rend à Londres avec l'idée ambitieuse d'ouvrir une autre agence de détectives privés. Mais ce projet, comme tant d'autres, ne verra malheureusement jamais le jour. Mais pendant son séjour, il parvient quand même à faire parler de lui. Une exposition au Cosmora de Regent Street présente sa fascinante collection d'accessoires criminels, notamment les nombreux déguisements pour lesquels il était devenu célèbre. Mais après cette petite parenthèse de gloire, Vidocq disparaît des radars et les années suivantes sont bien moins glorieuses. Ses lettres de l'époque racontent une toute autre histoire, celle d'un homme en proie à une pauvreté croissante. Dans une lettre poignante adressée au nouveau chef de la sûreté, il implore une pension du gouvernement, une aide qu'il considère comme méritée pour ses années de service. Cependant, Vidocq, comme à son habitude, aurait peut-être exagéré sa situation. D'autres récits laissent entendre qu'il continue à travailler dans l'ombre comme espion politique, se déplaçant entre Paris et Londres pour surveiller des figures importantes comme Louis-Napoléon Bonaparte. Ce qu'on sait, c'est qu'à la mort de Vidocq en 1857, à l'âge de 82 ans, sa fortune est estimée à 3000 francs. Et ça a dû être une sacrée déception pour les 11 femmes qui prétendaient être en possession de son testament et unique héritière. Et ça, c'est une sacrée histoire que je n'aborderai pas dans cet épisode. Les avis de décès se succédèrent à un rythme soutenu, dont l'un, que je vais vous lire maintenant, du journal L'Ariégeois. La mort du célèbre Vidocq, chef de la sûreté sous la Restauration, a été annoncée à Paris. Depuis sa destitution, il cherchait des ressources dans des industries diverses et variées, moyennant un salaire conséquent. Il espionnait les maris pour leurs femmes et les femmes pour leurs maris. Il ouvrait aussi un bureau pour traquer les objets volés, mais quelle que soit son habileté et ses relations avec les escrocs de la capitale, il échouait souvent à retrouver les voleurs et empochait néanmoins l'argent qu'on lui avait donné pour les poursuivre. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, il mourut dans un état très misérable. D'autres critiques furent plus généreuses. Alphonse de Lamartine, poète et homme politique romantique qui dirigea brièvement le gouvernement français, déclara à propos de son ami proche et opposant de la peine de mort « Je l'aimais, je le respectais, j'ai appris, lorsque j'étais au pouvoir, qu'il était un serviteur loyal et digne de confiance. Je ne l'oublierai jamais, et je peux dire avec fierté que c'était un homme honnête. » Si Alphonse de Lamartine n'a jamais figuré comme Vidocq dans ses romans, ses contemporains, eux, ne l'ont pas oublié. Il a laissé une empreinte durable dans la littérature, le cinéma et même les jeux vidéo,
devenant ainsi un personnage mythique. Prenez par exemple Charles Dickens, qui s'est inspiré de Vidocq pour créer Magwitch, l'un des personnages mémorables de la Grande Espérance en 1861. Et son héritage ne s'arrête pas là. Vidocq a été le héros d'une douzaine de romans graphiques, a fait une apparition remarquée dans le jeu vidéo Assassin's Creed et a marqué l'histoire du cinéma. Le premier film qui lui est consacré, La jeunesse de Vidocq ou Comment devient-on policier de Gérard Bourgeois, sort en 1909 en noir et blanc et muet. Et depuis, il a fait l'objet de tout un tas d'adaptations, dont L'Empereur de Paris en 2018 avec un Vincent Cassel intense et bagarreur dans le rôle du célèbre chef de la police française. À la mort de Vidocq, son héritage faisait déjà débat, et aujourd'hui, il divise encore. Pour certains, Vidocq reste une figure quasi mythique, un génie de l'investigation criminelle. Pour d'autres, son héritage soulève des questions troublantes sur la relation entre pouvoir et criminalité. Finalement, Eugène François Vidocq, un homme connu de son vivant comme un maître du déguisement, capable de modifier non seulement son apparence, mais même sa taille, paraissant parfois plusieurs centimètres plus grand ou plus petit qu'il ne l'était réellement. Alors, n'est-ce pas logique qu'aujourd'hui Vidocq encore vive sous tout un tas d'itérations, que ce soit un showman, un escroc, un voleur, un justicier, chacun voit en lui ce qu'il veut. En l'absence de vérité historique entièrement vérifiable, Vidocq devient une toile vierge. Pour certains, il est le père de l'enquête criminelle moderne, un génie pragmatique qui a réinventé la lutte contre le crime, et pour d'autres, une figure ambiguë, flirtant constamment avec la moralité pour servir ses propres intérêts. Et peut-être est-ce là sa plus grande réussite, être tout et rien à la fois. Vidocq sera au final ce que vous voulez qu'il soit, un héros, un manipulateur ou une légende qui transcende les faits. Et vous, dans les commentaires, dites-moi quelle version de Vidocq vous choisissez. Moi, je choisirais quand même le Vidocq magouilleur, ça me plaît. Et voilà, épisode terminé. Comme je vous avais dit, pour moi, ce profil, il est unique, il est incroyable, c'est de la folie. J'espère que l'épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, likez, partagez, commentez, et je vous mets le Instagram ici pour me rejoindre. Je suis pas super actif, mais de temps en temps, je vous demande votre avis sur les miniatures, sur les sujets et tout ça, donc n'hésitez pas, je joue mon charisme là-dessus, donc n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, dans la description, je vous mets aussi le lien Spotify. Si vous aimez pas ma tête ni mes images, peut-être que vous aimerez ma voix. On se voit dans 2 semaines, abonnez-vous, likez, bye.